Alors, je reviens vers vous pour la deuxième partie du TP, donc, pour laquelle je vous avais dit on va essayer de refaire ce qu'on a fait pour la fonction f qui correspondait à la courbe de croissance des filles. On va essayer de le faire pour les garçons, mais cette fois-ci sans utiliser GeoGebra, parce que vous devez être capable de le faire aussi par vous-même à la main, ce qu'on vient de faire sans GeoGebra. Sachant que, pour un examen, par exemple pour ceux qui seront à l'oral de rattrapage, vous pourrez toujours demander à votre examinateur l'utilisation de GeoGebra, ça pourra vous sauver, mais en théorie, vous devez être aussi capable de le calculer à la main. Donc là, si je prends le quatrième point. Donc maintenant, c'est de la détermination, on voudrait déterminer, on a vu que les garçons, comme les filles, ils ont un pic de croissance qui se situe alors, à peu près par là. Mais si on veut savoir avec précision, parfois on a besoin de précision au niveau des valeurs. Bon, là on voit bien que le pic des garçons est plus tard que celui des filles, mais vous allez me dire, bon, on n'a pas besoin de ça pour conclure, mais si on veut avec précision connaître quel est le moment, quel est l'âge auquel les garçons atteignent leur pic de croissance, on va devoir le faire par le biais d'une étude de la fonction et de sa dérivée. Alors pour ça, donc vous avez un tableau que vous avez dû déjà voir dans les documents que je vous ai fournis, les petites vidéos dans lesquelles on vous expliquait ce qu'était une fonction, ce qu'était sa fonction dérivée. Alors pour ça, donc, en fait, vous allez devoir à chaque fois regarder dans cette colonne-là à quoi ressemble votre fonction de départ et en déduire par quoi vous allez la remplacer dans la fonction dérivée. Alors, par exemple, donc ici, la fonction qui correspond à la courbe de croissance des garçons, elle s'écrit g de x égale moins 1,32 x au carré. Donc là, c'est comme s'il y avait un fois entre le 1,32 et le x au carré, plus 38,5 fois x moins 271,72. Je regarde petit à petit chaque partie de la fonction g, à quoi elle ressemble dans le tableau qui est au-dessus. Donc là, j'ai moins 1,32 fois x au carré. Je regarde ici, et je me rends compte que quand, dans une fonction de départ, la fonction initiale, quand j'ai x au carré, ici, je vois qu'il y a x au carré, je dois, dans la dérivée, je dois la remplacer par 2x. C'est ce que j'ai fait ici, dans g' de x, donc maintenant c'est la dérivée que je dois calculer, j'ai mis moins 1,32, j'ai remis le coefficient qui était là, et x au carré, j'ai remplacé par 2x. Ensuite, dans la fonction g de x, à la fin, et c'est souvent le cas dans les fonctions qu'on vous demandera d'étudier, il y a ce qu'on appelle une fonction affine, c'est-à-dire un nombre que multiplie x plus un autre nombre. Alors là c'est un moins, mais moins et plus, c'est grosso modo le même genre, c'est comme si on additionnait un nombre négatif. Donc ici, ça s'apparente à quelque chose de la forme a, un nombre a fois x plus un nombre b. Quand on a a x plus b, donc là, à la place de a, nous on a 38,5, et à la place de b, on a moins 271,72, tout ça, on doit le remplacer dans la fonction dérivée uniquement par le nombre a, c'est-à-dire le nombre qui est devant x. Donc ici, le nombre qui est devant x, c'est 38,5. Donc quand je vais passer de la fonction g à sa fonction dérivée, j'ai juste à rajouter le coefficient a qui est donc devant x, donc plus 38,5. Et voilà, c'est tout, j'ai calculé ma dérivée. Alors après, s'il y a des nombres, des calculs en plus, je peux la simplifier. Par exemple ici, je vois qu'il y a moins 1,32 fois 2. Donc moins 1,32 fois 2, ça fait moins 2,64. Je remets le x, il n'a pas disparu, il est toujours là. Mais lui, du coup, je ne connais pas sa valeur, donc je ne peux pas le remplacer. Par contre, j'ai fait le calcul de ce qui était devant. Plus 38,5. Et là, ensuite, je peux pas aller plus loin parce qu'on ne peut pas additionner des x avec des nombres. Voilà pour le calcul de la dérivée. Pour vérification, si vous voulez vérifier, on peut aller dans GeoGebra. Et puis, je peux faire comme tout à l'heure, je peux lui demander quelle est la dérivée de ma fonction g. Je vous rappelle, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Il suffit d'aller dans la barre de saisie, et on tape dérivée. Et donc là, il vous en propose plusieurs. Toujours pareil, je vais prendre la première pour moi, parce que je veux la dérivée d'une fonction que je connais, qui s'appelle g, donc je prends ça. Et à la place de fonction, qui surligne automatiquement, là j'ai rien fait, donc ça veut dire que automatiquement, ça va remplacer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, je vais la remplacer par g, parce que moi je veux la dérivée de la fonction g. Je fais entrer, vous voyez qu'il l'a tracé. Comme tout à l'heure, on voit que ça coupe à un endroit l'axe des abscisses, je pourrais placer le point d'intersection, et surtout, vous voyez qu'ici, ça me l'a calculé. Ça me dit donc g' de x est égal à moins 66 sur 25 fois x plus 77 divisé par 2. Alors vous allez me dire, c'est pas ce que j'ai calculé là. Moi j'ai trouvé que ça faisait moins 2,64x plus 38,5.
Mais sauf que si je calcule combien ça fait, les fractions, moins 66 divisé par 25. Ben, si je tape à la calculatrice, moins 66, moins 66 divisé par 25, eh ben je retrouve moins 2,64, c'est bien le nombre que moi j'avais trouvé devant x. Et puis pour la deuxième partie de ma fonction, j'ai 77 divisé par 2. Si je fais 77 divisé par 2, je trouve 38,5. Donc j'ai bien retrouvé moins 2,64 fois x plus 38,5. Il me l'a calculé, en plus il me l'a tracé, donc c'est pour ça que je vous dis que dans ce cas de l'étude de fonctions et d'une fonction dérivée, GeoGebra c'est un outil qui est hyper pratique, qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Bon, quoi qu'il en soit, il faut savoir le faire à la main, donc on continue à la main, donc on a trouvé notre dérivée. Alors je vous rappelle que la dérivée, ce qui nous intéresse ensuite, pour savoir quand est-ce que la fonction g, elle est croissante ou quand est-ce qu'elle est décroissante, on a vu dans le bilan de la question précédente qu'il faut savoir quand est-ce que la dérivée est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Alors quand est-ce qu'elle est positive ou quand est-ce qu'elle est négative, donc c'est ce qu'on vous demande dans la question B. Nous avons vu précédemment que pour connaître le sens de variation de la fonction g, il faut déterminer quel est le signe de sa dérivée. Donc on voudrait savoir quand est-ce que donc on vous demande de résoudre l'équation g' de x inférieure à 0. Alors ce qu'on peut faire tout simplement, c'est déjà, pour simplifier les choses, chercher à savoir quand est-ce qu'elle est égale à 0, c'est-à-dire à quel endroit sur le graphique elle va couper l'axe des abscisses. Alors moins 2,64 plus 38,5, ça c'est ma dérivée, égale 0. Quand je veux résoudre ça, c'est une résolution simple d'une équation du premier degré, je dois faire passer tous les nombres qui ne sont pas x de l'autre côté. Donc on doit commencer par les additions et les soustractions. Donc le plus 38,5 qui est là, je vais le passer du côté du 0. On sait qu'une addition, quand on change de côté, ça devient une soustraction. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver du côté gauche à ne plus avoir que moins 2,64x, et de l'autre côté, ça fait 0 moins 38,5, donc moins 38,5. Et ensuite, moi ce que je veux de ce côté, c'est avoir uniquement x. Ben, là, entre le moins 2,64 et le x, quand il n'y a pas de signe, c'est une multiplication. Donc quand on change de côté, on sait qu'une multiplication se transforme en une division. Donc le moins 2,64, je vais le changer de côté, et il va venir diviser le moins 38,5 qui était déjà passé de l'autre côté. Donc la multiplication, elle passe de l'autre côté, donc le nombre, il devient, c'est comme si on faisait une fraction, moins 38,5 divisé par moins 2,64, et je trouve que c'est égal environ à 14,6. Ça veut dire que je sais maintenant que g' de x est égal à 0 lorsque x vaut environ 14,6. On peut vérifier sur le graphique. Si je lui demande ici quel est l'endroit où la dérivée vient couper l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'endroit où elle est égale à 0, elle est au niveau du 0, bah, je lui demande de placer un point d'intersection entre ma fonction g' et l'axe des abscisses, il place le point B, et vous voyez que le point B, bah, il nous dit qu'il est à 14,58. Bon, nous on arrondit à 14,6 parce que ça tombait pas juste, hein, mais on retrouve bien la même valeur que celle qu'on vient de trouver par le calcul. Ensuite, on voudrait savoir quand est-ce que la dérivée est positive ou négative. Donc là, avec GeoGebra, c'est facile. On sait que quand on est avant 14,58, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Quand on dépasse le point B, donc quand on dépasse 14,58 ou 14,6, elle passe en dessous de l'axe des abscisses, donc elle devient négative. Alors comment est-ce qu'on fait pour le vérifier par le calcul? Bah, par exemple, je vous dis ici que je peux maintenant que je sais que g' de x est égal à 0 lorsque x vaut environ 14,6, je peux maintenant déterminer par le calcul si cette dérivée est positive ou négative quand x est plus petit que 14,6 et de même quand x est plus grand que 14,6. Pour ça, il suffit de prendre un nombre qui est plus petit que 14,6. Bon, si on en prend un qui est simple, par exemple 0, et on remplace ici dans g' de x, donc dans la fonction dérivée, je vais remplacer x là par 0. Moins 2,64 fois 0, ça fait 0, plus 38,5, ça fait 38,5. Donc ça veut dire que ma dérivée g' de x, quand j'ai remplacé par un nombre qui était plus petit que 14,6, j'ai trouvé qu'elle donnait 38,5, donc elle était positive. Inversement, si je reprends un nombre qui est plus grand que 14,6, vous avez compris, normalement, on va être passé de l'autre côté, donc normalement, elle va devenir négative. Je vais faire le même calcul, je vais remplacer, par exemple, par 20, qui est un nombre plus grand que 14,6, je fais moins 2,64 fois 20, plus 38,5,
ça donne moins 14,3. Donc cette fois-ci, on trouve que la dérivée est négative. Ce qui veut donc dire que maintenant, on peut compléter le tableau de variation de la fonction g, comme on l'a fait pour la fonction f dans la première partie. Je sais que ma fonction g', la dérivée de la fonction g, elle est positive quand on est entre 12 ans et demi et 14 ans, 14,6. À 14,6, on a calculé, c'est pile poil l'endroit où elle est égale à 0, et après 14,6, jusqu'à 16,5, parce que nous on s'arrête à 16,5, mais on pourrait aller encore plus loin, elle devient négative. C'est pour cette raison que ma fonction g, elle est d'abord croissante, puis ensuite, la fonction g, comme la dérivée est négative, elle devient décroissante. Et de la même manière que tout à l'heure, il suffit ensuite de remplacer x par 12,5 dans la fonction g de x, pour calculer combien ça fait au début, à combien est ma fonction g au début de la représentation, puis ensuite par 14,6 pour trouver combien ça fait au niveau du pic, et enfin par 16,5 pardon, pour trouver combien ça fait à la fin. Bon, je peux vous redonner un exemple. Par exemple, donc quand on est à 3,3, alors la fonction g, juste, il faut que je retrouve son expression. Donc, la fonction g, elle est là. Donc, ça faisait moins 1,32 fois x au carré plus 38,5x moins 271,72. Donc, je remplace x par 12,5. Donc, je calcule. Alors, moins 1,32 fois, donc on a dit, première valeur, le début de ma flèche, c'est pour x égale 12,5. Donc, fois 12,5, on n'oublie pas le carré, c'est x au carré qu'il faut prendre. Plus 38,5 fois x, donc x est toujours égal à 12,5, donc fois 12,5. Et on n'oublie pas, à la fin, il y a moins 271,72. Et j'obtiens 82 sur 25 qui fait environ 3,28. C'est pour cette raison que dans mon tableau, j'ai arrondi environ à 3,3. Quand on est ici, là, à x égale 12,5, quand j'ai calculé g, j'ai obtenu 3,3. De la même manière, j'ai obtenu 9 quand j'ai remplacé par 14,6. J'ai obtenu 4,2 quand j'ai remplacé par 16,5. Du coup, on vous demandait d'en déduire à quel âge les garçons ont leur pic de croissance et conclure par rapport à la problématique de départ. En faisant l'étude de la fonction g, on a vu qu'elle est d'abord croissante puis décroissante. Ça veut dire que obligatoirement, à cet endroit-là, on a un pic. C'est le maximum. Donc le maximum de croissance des garçons, donc le maximum de la fonction g, il est obtenu quand x est égal à 14,6. X, c'est l'âge des garçons au niveau du maximum de leur croissance. Bon, en conclusion, donc c'est ce que j'ai repris là, les garçons ont un pic de croissance qui est aux alentours de 14,6 ans, c'est-à-dire plus de 2 ans après les filles, parce que les filles, on avait trouvé que leur pic de croissance était à 12,35, ce qui peut expliquer la petite taille du petit frère de Justine, pour l'instant, par rapport à ses camarades filles, qui, elles, ont de l'avance sur lui au niveau de la croissance, parce que elles ont commencé plus tôt leur croissance. Voilà pour les explications pour ce TP, et j'espère que ça vous a aidé, et puis je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.